Parlons maintenant des séries évolutives, donc les principaux stades d'évolution. L'évolution d'un écosystème présente généralement quatre grands stades. Le stade pionnier, donc caractérisé par la présence d'espèces pionnières ou colonisatrices, par exemple les mousses, les lichens, les fougères, des espèces typiques stratèges R. On a le stade juvénile. On observe un enrichissement de la biodiversité caractérisé généralement par l'apparition d'espèces arbustives. Ensuite, on a un stade immature, le stade qui offre la plus grande productivité, par exemple la futée. Et enfin, le stade sénescent, ça s'apparente au climax, hein, le dernier stade de l'écosystème, sauf cas particulier, il est caractérisé par la strate arborescente, par exemple le hêtre, le chêne. Et donc, c'est le stade qui offre la plus grande biodiversité. C'est un stratège K, donc le stade équilibré et stable. Au niveau de l'évolution des milieux aquatiques, on a un stade oligotrophe, hein, très pauvre en matière minérale, peu de phytoplancton, bien oxygéné. Et un stade misotrophe, ensuite, enrichissement progressif en matière minérale qui s'accompagne d'une augmentation de la productivité de biomasse, donc consommation d'O2 par les bactéries qui assurent la décomposition. Et enfin, le stade eutrophe, beaucoup de matière minérale qui s'accompagne d'une forte productivité avec un appauvrissement en oxygène du milieu, l'accumulation de vase, donc matière organique dans le fond. Il laisse place à un comblement complet du milieu. Donc la notion de paraclimax, ce sont des écosystèmes où l'homme a introduit des espèces moins compétitives que les espèces locales, mais plus intéressantes pour lui. Il est donc obligé d'entretenir de façon régulière l'écosystème pour le maintenir à un stade climax. Au niveau de la notion de série régressive, ce sont les phénomènes climatiques, géologiques, qui détruisent de façon brutale le climax pour le ramener au premier stade, le stade pionnier. Donc au niveau des successions écologiques, l'observation du haut d'un versant vers le fond de vallée de terrasses provençales anciennement cultivées et successivement abandonnées visualise bien les différents stades d'une série écologique. On va, selon le laps de temps depuis l'abandon par l'homme, avoir de 1 à 2 ans. Donc on a les vignes, hein, ensuite de 1 à 2 ans on a les espèces annuelles, les oliviers. De 5 à 10 ans on a une pelouse à brachypodes de Phénicie. De 20 à 50 ans on commence à avoir une garrigue de romarin. Plus de 50 ans on a des taillis de chêne vert. Alors qu'à la base c'est une vigne. Au niveau des séries progressives, les successions primaires, donc l'évolution de la faune suit celle de la végétation. Donc, admettons qu'au tout début, on est comme stade pionnier, donc 1 à 3 ans, un tapis ouvert ou squelettique, 1 à 2 strates, un développement d'espèces déjà présentes dans le sol ou d'espèces possédant de grandes facilités de dissémination, et un développement d'espèces de grande souplesse écologique, des espèces ubiquistes. Donc on a des bulbes, des rhizomes, des graines pour les plantes, une dominance des espèces annuelles ou bisannuelles, des algues, lichens et mousses, parfois un végétal ligneux pionnier qui subsiste. On a une grande occupation de l'espace grâce à des touffes et des stoyons, des stolons, pardon, et une émission de substances chimiques nocives pour les autres espèces. On a des oiseaux donc de landes et de prairies, des pipites, alouettes, mésanges à long queue. On a une influence prépondérante des semenciers à proximité et du vent. Ensuite, de 2 à 20 ans, on a une fermeture du tapis herbacé. Le tapis se referme, le nombre de strates augmente, le nombre d'espèces tend à diminuer. On a une importance des phénomènes de compétition interespèces, hein, la compétition mécanique et la compétition chimique. On a des herbacées vivaces dominantes. Euh, de 10 à 50 ans, on commence à avoir une strate, une lande arbustive
avec des lignes dominants d'une hauteur de 4-5 mètres. Les oiseaux deviennent des oiseaux de lisière, plus de landais de prairie. Donc par exemple, on a l'apparition du bruant jaune. Puis euh, supérieur à 30 ans et supérieur à 4-5 mètres, là on a un stade forestier, donc avec des oiseaux forestiers, des pinsons, des pics. Voilà l'évolution progressive. Au niveau de l'altitude, donc pour les successions primaires, les contraintes liées à l'altitude sont responsables de l'allongement du pas de temps des successions écologiques en montagne. Donc, par exemple, à 1500 mètres, on va avoir un sol nu avec des plantes pionnières, épilobes et graminées. En 5 ans, on va avoir des pelouses à graminées pendant 10 à 20 ans, jusqu'à avoir des forêts de saules et de trembles. Puis 50 ans après, de 100 à 200 ans, on va avoir une forêt climatique qui s'installe avec des hêtraies, des sapinières. À 2200 mètres, l'évolution vers le climax demande un millénaire. En 10 ans, on va avoir un groupement pionnier sur éboulis. En 50 ans, une prairie subalpine. De 100 à 200 ans, des stades arbustifs à pins, mugots et bruyères. Et à bout de 1000 ans, une forêt parc à pins, sambreaux, rhododendrons et myrtilles. Et à plus de 2200 mètres, on va avoir une pelouse alpine avec un sol dénudé qui va pousser de quelques millimètres par an. Et on aura une pelouse reconstituée entre 100 et 1000 ans et plus. Au niveau de la série progressive, d'un petit étang de 5 hectares environ est laissé à l'abandon. Le phénomène d'atterrissement conditionne la succession des ceintures végétales. Donc, par exemple, il faut savoir qu'un étang, c'est une forêt en puissance, hein. Imaginons en 1920, l'étang de 5 hectares environ a une formation végétale à nénuphar. Donc au bout de 30 ans, en 1950, le plan d'eau libre est réduit. Il y a un développement d'une ceinture végétale à joncs des tonneliers, en nom latin Cirpus lacustris. 20 ans plus tard, le plan d'eau libre a disparu, il ne reste que quelques flaques d'eau, une végétation herbacée à carex dominant, hein, carex moline. 10 ans plus tard, en 1980, le sol est gorgé d'eau, la végétation herbacée à joncs agglomérés, une ceinture arbustive à saules, toujours de la molinie. Puis en 1990, 10 ans plus tard, l'installation d'une forêt humide à saules et bouleaux, toujours avec du carex. Donc en 60 ans, hein, l'étang devient 5 hectares. Un étang de 5 hectares devient une forêt. Au niveau des grandes étapes de l'évolution naturelle d'un lac, donc beaucoup plus grand, hein. Au début, on a des bons échanges RO, une zone trophogène, l'oxygène se dissout bien. L'énergie, 1% de l'énergie lumineuse se trouve à mi-profondeur. On a des eaux peu minéralisées, des eaux bien oxygénées, j'ai dit, de l'eau claire, peu de plancton. C'est un lac à salmonidés, ce genre de lac. Ça s'appelle un lac oligotrophe. Au fur et à mesure du temps, on passe à un lac mésotrophe, donc une zone trophogène moins épaisse, des eaux moins claires, de plus en plus de cadavres, la consommation d'O2 par les bactéries et de la formation de vases. Puis enfin, on a un lac eutrophe, donc l'eau est très minéralisée, on a une oxygénation limitée aux eaux superficielles, des eaux turbides, du plancton abondant, et là ça devient un lac à cyprinidés. La sédimentation est devenue extrêmement importante, le lac a perdu quasiment toute sa profondeur, hein. Plus de la moitié de son potentiel d'avant.
Au niveau des séries régressives, pour la dégradation de la forêt méditerranéenne par les incendies, sur sol calcaire, donc, on a la forêt de base, la forêt de chêne vert, la yeuseraie, donc ça s'appelle la garrigue, hein. Là, on a un incendie. Et ben, sur calcaire compact, on a une garrigue à chêne kermès, je crois. Donc là, on a un stade de blocage, hein. Cette formation peut se stabiliser et bloquer toute évolution. Donc là, ça crée un paraclimax. Et sur calcaire meuble, on a une garrigue à romarin et à argyras. Donc s'il y a un nouvel incendie, on a ensuite une pelouse à brachypode. Donc brachypode rameneux sur le calcaire compact et à brachypode de Phénicie sur du calcaire meuble. Et on peut venir à un éboulis à Goufféia jusqu'à un sol dénudé. Sur sol siliceux, à la base on a une forêt de chêne-liège, une subérée. Donc c'est le maquis, hein. Sur après l'incendie. Donc on a le maquis élevé, arbousier et bruyère arborescente, qui tend vers. Alors il y a le choix, hein, soit ça tend vers le maquis bas, bruyère à palais, lavande des morts, puis ça retourne vers une forêt de substitution, une pinette de pin maritime et de pin d'Alep, qui retourne sur une forêt de chêne-liège, ou alors on va vers le maquis à Calicotome, ou alors il y a un nouvel incendie, et là on part vers la cistée, avec de la ciste de Montpellier, de la ciste à feuilles de sauge, vers une pelouse à hélianthème, et puis pareil que précédemment, vers un sol dénudé, à force d'incendie. Les paramètres de distribution des populations et les peuplements. Donc la population, c'est l'ensemble d'individus d'une même espèce sur un milieu. Le peuplement, c'est la subdivision de la biocénose, donc le peuplement de graminées dans une prairie par exemple. La répartition verticale de la végétation, donc les strates. La répartition horizontale, donc avec le transect. On a les coefficients d'abondance-dominance aussi. Donc ça permet de voir la densité d'une population d'espèces végétales, mais aussi son peuplement, le nombre d'individus et le degré de recouvrement. On a les IKA, l'indice kilométrique d'abondance, les IPA, l'indice ponctuel d'abondance, et les coefs de sociabilité aussi. Au niveau des notions de mortalité, natalité, le taux de natalité, ça permet d'apprécier le taux de naissance d'une population. Si on parle de relations intraspécifiques, les relations intraspécifiques, ça désigne les relations entre individus d'une même espèce au sein des populations animales. Ces relations atteignent un fort degré d'élaboration. Elles répondent à une triple nécessité: se nourrir, se défendre et se reproduire. Les ressources du milieu de vie étant forcément limitées, seule une organisation sociale permet aux individus de satisfaire à ces trois impératifs vitaux. Les relations entre individus sont donc déterminées par une hiérarchie fondée sur l'âge, le sexe et le potentiel génétique. Cette organisation apparaît clairement lorsque les individus vivent en groupe. Les lapins, les blaireaux, les cerfs, les bouquetins et les chamois vivent au sein de sociétés bien structurées. Couple fidèle chez le blaireau, matriarcat chez le chamois, etc. Chez d'autres animaux, la hiérarchie sociale n'apparaît qu'au moment de la reproduction. C'est le cas chez de nombreux oiseaux. Ainsi, chez les oiseaux marins qui nichent en colonie, les goélands, les guillemots, les couples les plus vigoureux occupent le centre de la colonie, les mettant ainsi à l'abri des prédateurs. Chez chez les passereaux, pardon, les merles, les mésanges, les plus faibles ne trouvent pas de territoire et ne vont pas s'accoupler. Par exemple, avec une nichée d'accenteur mouché, la ressource trophique étant limitée, seuls les couples les plus vigoureux s'approprient un territoire et assurent la reproduction. Sur une fourmilière abritant des fourmis rousses, ces hyménoptères ont adopté une structure sociale très élaborée. Une telle fourmilière peut abriter 1 million d'ouvrières. Chez les végétaux, les relations intraspécifiques sont surtout dominées par une relation de compétition. Les différences génétiques ici sont cruciales. La soude maritime est une plante annuelle qui pousse sur les vases nus des estuaires. Au printemps, on note jusqu'à 2000 germinations par mètre carré de vasières. À l'automne, il ne reste que 2 plantes au mètre carré. La compétition peut aussi s'opérer par émission de substances toxiques qui inhibent le développement des plantes voisines. Par exemple avec les graines de betterave maritime qui sécrètent une substance qui inhibe la germination des graines voisines. Les graines les plus éloignées de l'eau ne germeront pas.
Et si on compare quelques éléments définissant les niches écologiques de la martre, de la fouine et du putois, par exemple, qui sont assez similaires, hein. Si on regarde la distribution géographique, la martre est partout en France, sauf au nord et au pourtour méditerranéen. La fouine partout en France, sauf en Corse. Et le putois partout en France, sauf en Corse aussi. Au niveau des habitats, la martre, ça va être les grandes forêts. La fouine, toute zone bâtie de la ville à la grange isolée. Et le putois, les zones humides, marais, étangs et rivières. Déjà, là, on voit que c'est complètement différent, hein. L'aire d'activité, la martre, ça va être 1000 hectares. La fouine et le putois, ça va être plutôt 100 hectares. Au niveau du gîte, la martre, ça va être les nids d'oiseaux abandonnés, les arbres creux. La fouine, les meules de paille, greniers et cavités. Le putois, les terriers et les cavités aussi. Le poids, là, c'est pareil, hein, on a une petite différence quand même. 0,8 à 1,6 kg pour la martre, 75 cm. La fouine, 1 à 2 kg, 75 cm en taille, hein. Et le putois, 0,7 à 1,5 kg et 65 cm. C'est pas énorme. Au niveau des types de déplacement, là ça change, hein. Martre, très bon grimpeur, arboricole. Fouine, bon grimpeur. Putois, mauvais grimpeur, bon nageur et plongeur. Le métabolisme, la martre est homéotherme, non hibernant. Pareil pour la fouine et pareil pour le putois. Là-dessus, il se retrouve, hein. Le régime alimentaire, la martre et la fouine, hein, sont omnivores. La martre, ça va être écureuil, oiseaux, forestiers, geais, petits rongeurs, insectes, fruits. La fouine, oiseaux, pigeons, moineaux, poules, petits rongeurs, insectes, fruits et déchets ménagers. Et le putois, par contre, carnivore strict, hein, grenouilles, poissons, lapins, rats, peu d'oiseaux. La maturité sexuelle pour le martre et la fouine, ça va être 2 ans, le putois 1 an. Le type de reproduction, c'est tous de la gestation et du soin aux petits, et ils sont, au niveau relations intraspécifiques, ils sont tous solitaires, hein. Voilà, donc ils ont vraiment des différences, hein, notables pour des animaux qui physiquement se ressemblent énormément. Au niveau de la productivité, donc la productivité primaire, c'est la quantité de biomasse produite par les végétaux par unité de surface et par an. Ça s'exprime le plus souvent comme ça. Les écosystèmes milieux aquatiques ne sont pas forcément moins productifs que les milieux terrestres, hein, les écosystèmes primaires. La productivité secondaire, c'est la biomasse, l'ensemble des consommateurs et la quantité de masse produite par l'ensemble. La productivité des agrosystèmes, c'est un écosystème artificiel géré par l'homme et ayant comme objectif premier de subvenir à l'espèce humaine, hein. La productivité des agrosystèmes est souvent inférieure à celle des forêts ou des estuaires. Au niveau des cycles, une grosse partie, hein, des cycles biogéochimiques. Donc, par exemple, on a le cycle de l'azote. Les nitrates sont peu retenus par le complexe argilo-humique et donc facilement lessivés. C'est une source de pollution dans les régions agricoles intensives. Donc l'azote, par exemple, on a l'azote atmosphérique qui vient des bactéries dénitrifiantes, qui va aller vers les bactéries fixatrices d'azote, soit libres, soit dans les nodosités. Donc ces bactéries fixatrices d'azote dans le sol, hein. L'atmosphérique retombe dans le sol. On a de l'ammonium, du NH4+, qui se crée. Donc on a des barrières nitrifiantes là qui vont transformer l'ammonium en nitrite, NO2-. Ces bactéries nitrifiantes qui vont rejeter du nitrate qui va être récupéré par les bactéries dénitrifiantes ou alors assimilé par les plantes qui vont être ingérées par exemple les lapins qui vont les
ressortir sous forme de crottes par exemple, et ensuite viennent le rôle des décomposeurs, les bactéries et les champignons, aérobie et anaérobie, qui créent de l'ammonification, donc de l'ammonium, et renouveau cycle, hein, c'est un cycle complexe, hein, des bactéries nitrifiantes. J'ai un petit document là-dessus. Le cycle de l'azote, gaz, nitrate et protéines. Recyclé par les bactéries du sol et des océans, l'azote circule en permanence entre l'atmosphère, les sols, lithosphère, les océans, hydrosphère, et les êtres vivants, biosphère. Mais cet équilibre complexe est menacé par les activités humaines. Par exemple, le guano est abondant sur les côtes abritant des colonies d'oiseaux marins. On récolte ces déjections riches en nitrate pour servir d'engrais. L'azote est, avec le carbone et l'oxygène, un des éléments chimiques les plus essentiels à la vie. C'est en effet un constituant fondamental des protéines et de l'ADN, support de l'information génétique. L'azote abonde à l'état gazeux, N2, dans l'atmosphère où il constitue 78% de l'air. Mais cet immense réservoir est inexploitable pour la majorité des êtres vivants, incapables de l'utiliser sous cette forme. Pour être assimilable, l'azote doit au préalable être intégré dans des composés minéraux. Cette transformation s'effectue en partie de manière spontanée dans l'atmosphère, soumis à l'énergie des éclairs ou des rayons ultraviolets présents en altitude. L'azote gazeux N2 réagit avec l'oxygène et forme des oxydes d'azote NO, NO2, NO3 qui, entraînés par les pluies, atteindront le sol. Toutefois, ce sont des micro-organismes spécialisés qui assurent l'essentiel de la transformation de l'azote gazeux en composés minéraux. Présents dans le sol, les océans et les eaux douces, ou vivant en symbiose avec certaines plantes, ces micro-organismes sont en effet les seuls qui soient capables de prélever l'azote gazeux, atmosphérique ou dissous dans l'eau, pour fabriquer leurs propres composés organiques azotés. Ils libèrent ensuite dans le milieu de l'azote minéral, en particulier des nitrates, qui va pouvoir être utilisé par les plantes, des cyanobactéries, Nostoc anabaena, et divers groupes de bactéries figurent parmi les micro-organismes fixateurs d'azote. Certains sont libres dans le sol ou les mers, Azotobacter clostridium, d'autres vivent en association étroite avec des plantes supérieures, des fougères, des algues, des champignons. Les bactéries des genres Rhizobium et Actinomys vivent en symbiose dans les boursouflures des racines, appelées nodosités, chez plusieurs groupes de plantes, notamment les légumineuses, pois, haricots. Les végétaux qui n'hébergent pas de telles bactéries fabriquent leurs protéines et autres molécules azotées à partir des ions nitrate NO3- dissous dans l'eau du sol. L'azote entre ainsi dans la chaîne alimentaire. Les végétaux sont consommés par les animaux herbivores, à leur tour intégrés par les carnivores. Les déjections azotées, urée, acide urique et les cadavres d'animaux contenant les acides aminés de l'ADN, etc., ainsi que les plantes mortes de l'humus injectent dans le sol de l'azote organique. La première technique d'analyse démographique, la table de survie sous forme de diagramme. Donc la première technique d'analyse démographique est celle de la table de survie sous forme de diagramme, c'est ce que je viens de dire, ainsi que l'illustre l'exemple des mésanges charbonnières, Parus major. 10 oiseaux adultes ont été recensés au début de l'été lorsqu'ils construisent leur nid. Ils ont pondu 50 œufs qui donnent naissance à 42 poussins, soit un taux d'éclosion de 84%. 30 poussins survivent et quittent le nid, soit un taux de survie de 71%, et 3 poussins seulement, soit 10%, survivent jusqu'au printemps suivant et deviennent adultes. Une année plus tard, il y a donc 8 mésanges adultes, les 3 oiseaux d'1 an venant s'ajouter aux 5 survivants de la population de départ. Donc c'est très peu, hein. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le cycle de l'azote, mais c'est pas grave, c'est toujours intéressant. Le cycle de l'eau. On a, par exemple, l'océan. En partant de l'océan, on a l'évaporation de l'eau de l'océan. On a de la vapeur d'eau, de la condensation avec les nuages. Beaucoup de nuages créent de la précipitation. Précipitation crée de la pluie avec de l'infiltration et du ruissellement. L'infiltration crée des nappes d'eau souterraines, le ruissellement des lacs. Les lacs s'évaporent en condensation, etc. Les arbres récupèrent de l'eau et cette eau
s'évapore en évapotranspiration. Les fleuves, pareil, ça s'évapore. Donc le cycle de l'eau, les mouvements de l'hydrosphère. L'eau est omniprésente sur la Terre, mais une très faible fraction de celle-ci est utilisable par les êtres vivants. Sous forme d'eau liquide principalement, cette eau circule en permanence entre l'atmosphère, l'hydrosphère et les êtres vivants. À la surface du globe, l'eau se présente surtout sous sa forme liquide. Mais pour l'eau douce, malgré l'immensité de certains fleuves, par exemple l'Amazone, c'est la phase solide, la glace des régions polaires, qui en volume prédomine. La planète Terre devrait s'appeler la planète eau. Les premières photographies depuis l'espace ont révélé que cette prépondérance de l'eau à la surface de la Terre, l'hydrosphère, c'est-à-dire les eaux océaniques et continentales, couvre en effet 360 millions de kilomètres carrés, soit près de 72% de la surface du globe. L'expression cycle de l'eau évoque le simple fait que l'eau qui tombe à la surface de la Terre finit toujours par s'évaporer, se condenser pour former des nuages, puis tomber à nouveau. Toutefois, la biosphère, l'ensemble des êtres vivants, mobilise aussi des quantités importantes d'eau. Celle-ci est en effet l'un des constituants essentiels de la matière vivante, dont la teneur en eau, généralement de l'ordre de 70%, peut dépasser 95% chez les méduses. La chaleur du soleil provoque l'évaporation de l'eau océanique et des eaux de surface, ainsi que la transpiration des êtres vivants et l'évaporation de l'eau transpirée, l'évapotranspiration. Au total, plus de 1000 milliards de tonnes d'eau se transforment quotidiennement en vapeur et gagnent l'atmosphère sous forme gazeuse. Cette évaporation provient très majoritairement des océans, mais les feuilles des plantes rejettent aussi dans l'atmosphère des masses d'eau considérables. La vapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère au gré des courants atmosphériques et des vents. En refroidissant, elle se condense en minuscules gouttelettes et donne naissance aux nuages ou aux brouillards. Dans certains nuages, notamment dans les cirrostratus, l'eau est stockée sous forme de cristaux de glace. Au sein des nuages, les gouttelettes grossissent et s'alourdissent. Sous l'effet de la pesanteur, elles finissent par tomber sous forme de pluie ou, si la température est inférieure à 0 degré, de neige ou de grêle. Le volume, la fréquence et l'intensité des précipitations sont fonction du lieu et des saisons. Les précipitations sont inférieures à l'évaporation dans les zones subtropicales arides et dans les zones polaires. Les plus abondantes se rencontrent au niveau de l'équateur et dans une moindre mesure sous les climats tempérés océaniques. Globalement, environ 10% de l'eau évaporée à la surface des océans retourne ainsi à la Terre sous forme d'eau douce. Une partie de l'eau qui atteint les continents reste en surface. Elle peut y stagner, dans une mare par exemple, ou ruisseler sur les pentes pour former des ruisseaux, rivières et fleuves, avant de rejoindre la mer. Soumise à la pesanteur, une autre partie de l'eau réussit à s'infiltrer dans les interstices du sol, les fissures du calcaire, ou dans les pores de certaines roches, le grès qui est poreux. Les roches superficielles saturées d'eau après de grosses averses sèchent vite. Dans les déserts chauds, l'évaporation est si intense que l'eau ne peut se maintenir au sol. Une très faible part des eaux douces est mobilisable par l'homme, car l'essentiel des réserves repose sous forme de glace, presque exclusivement localisée dans les régions polaires. L'érosion glaciaire permet le retour de cette eau immobilisée dans le cycle de l'eau, mais elle est très lente. Les végétaux peuvent puiser l'eau jusqu'à plusieurs mètres de profondeur avec leurs racines. En été, ils accélèrent le retour de l'eau dans l'atmosphère. C'est un phénomène de grande ampleur. Un hectare de forêt peut absorber quelques milliers de tonnes d'eau par an. La redistribution de l'eau dans la nappe phréatique est lente et régulière, même sur un terrain en pente. Quand elle n'est pas utilisée par les végétaux, l'eau est attirée en profondeur jusqu'à ce qu'elle rencontre une couche de terrain imperméable. À partir de 30 mètres de profondeur environ, les sols perméables restent saturés d'eau en permanence. Une nappe souterraine se forme progressivement, c'est la nappe phréatique ou aquifère. Les eaux y circulent lentement sous l'effet de la gravité et vont alimenter sources et cours d'eau. On appelle niveau hydrostatique ou niveau piézométrique le niveau supérieur de la nappe aquifère. Les sources, mais aussi les oasis et les lacs marécageux se forment lorsque le niveau piézométrique affleure le sol. L'eau suinte ou jaillit. Les puits, dont la bouche se situe à la surface du sol bien en dessous du niveau piézométrique, plus bas sur la pente, sont des puits artésiens. L'eau y jaillit sous pression. Donc, les chiffres. Le volume d'eau des océans est estimé à 1,35 milliard de kilomètres cubes, ce qui représente 97,4% du volume d'eau total. Les eaux douces occupent seulement 2,6% du volume d'eau total, dont une grande partie, 2%, est immobilisée dans les calottes glaciaires. Seule une très faible fraction, 0,01% du total,
et disponible pour les activités humaines. La masse hydrique réellement utilisable par l'homme est encore plus faible, représentée principalement par les cours d'eau traversant des zones habitées. Elle totalise 9000 km3 par an. La vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère représente 0,001% du volume total d'eau. Si elle était condensée, elle occuperait une hauteur moyenne d'à peine 3 cm à la surface de la Terre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la quantité d'eau disponible dans une région donnée pour l'agriculture n'est pas seulement conditionnée par l'importance des précipitations. L'évapotranspiration liée aux conditions climatiques locales, température, vent, est un paramètre tout aussi important. Ainsi, les précipitations sur la façade ouest de l'Europe, en Camargue et dans certaines régions sahéliennes de l'Afrique subsaharienne sont, elles, du même ordre de 500 à 600 millimètres par an. Pardon. En revanche, l'évaporation en saison chaude peut être 10 fois plus importante au Sahel qu'en Europe, ce qui engendre un très fort déficit hydrique. Donc pour revenir au cycle de l'azote, j'ai un autre schéma là, donc on voit l'azote atmosphérique qui vient du NH3 dégagé par l'eau de mer quand baisse le taux de l'air en NH3. Ça redescend avec la synthèse des engrais minéraux azotés, avec les pluies d'orage, nitrate d'ammoniac, avec la fixation d'azote par les bactéries libres ou symbiotiques. Tout ça, les bactéries vont vers les résidus végétaux, les déjections de cadavres, qui retournent à l'azote atmosphérique après, ou partent en décomposition. Donc la voie détournée, c'est l'humification. La voie directe, c'est la minéralisation. Donc l'humification, ça fait de l'azote organique des substances humiques. Cet azote organique se minéralise. Quand l'azote minéral redevient organique, ça se réorganise. Les synthèses des engrais minéraux azotés, ça fait directement de l'azote minéral dans la solution du sol. L'azote minéral a des pertes par drainage vers les cours d'eau et la mer. Donc les nitrates se retrouvent en mer, puis à nouveau dans l'azote atmosphérique. L'azote minéral est aussi assimilé par les végétaux. Donc on a de l'azote organique végétal euh, qui est qui avec qui on a une synthèse des protéines, donc avec les résidus végétaux. Et quand c'est assimilé par les animaux, on a l'azote organique animal qui lui-même est réenvoyé vers la décomposition à travers les cadavres et les déjections. Voilà, c'est en gros le cycle. On a le cycle du phosphore aussi, pour finir. Donc le phosphore, comment ça marche? On a le phosphore minéral, donc les engrais minéraux phosphatés. Donc les phosphates précipités et cristallisés insolubles de Fe et de Al avec un pH acide. Les tricalciques, pH alcalin. Donc tout ça, ça va vers la réserve de phosphate minéral du sol. Les phosphates à évolution lente, 20 à 80% du phosphore du sol. Ces phosphates vont vers le PO4 fixé sur le complexe argilo-humique et sur les hydroxydes de fer et d'alumine. Il y a des échanges entre les deux. Échange aussi avec le PO4 rétrogradé entre les feuillets d'argile, qui aussi retourne vers la réserve de phosphate minéral du sol. Cette réserve du sol peut retourner en solubilisation et organisation vers une réserve phosphatée organique à évolution rapide, les humophosphates, donc 20 à 80% du pH du sol, du phosphate du sol, pardon. Donc cette réserve phosphatée ainsi que les engrais minéraux phosphatés dont j'ai parlé juste avant
sont dissous dans la solution du sol, avec la minéralisation, la réorganisation aussi. Ce PO4 dissous est assimilé par les végétaux. Donc on a le phosphore organique végétal, donc phosphore organique là, qui peut être réutilisé aussi. Ce phosphore organique végétal va être ingéré par les animaux, on va avoir du phosphore organique animal, donc des résidus végétaux, des déjections de cadavres, tout ça, ça va créer de la perte vers les cours d'eau et la mer, de l'humification, donc qui va retourner vers la réserve phosphatée organique à évolution rapide, les humophosphates, et de la minéralisation, le PO4 dissous dans la solution du sol, tout se retrouve. Voilà, c'est assez complexe. C'est beaucoup plus simple en schéma, hein. Et c'est fini. Au revoir.